S'ils avaient pu, ils nous auraient refusé la légitimité sur tout le pays. Nous avions des affirmations belliqueuses de la part de l'UFPR. On va refouler les Français, c'était assez inquiétant. À partir du moment où la France a reçu le mandat de l'ONU, elle l'a mis en avant et elle a pris des contacts avec Kagame. Ça, c'était pas à mon niveau, c'était juste au moment du démarrage de l'opération où des gens sont allés le voir et lui ont dit on n'est pas là pour s'opposer à vous, en expliquant bien que la France ne voulait pas reconquérir le Rwanda ni s'opposer au FPR. Donc le problème, c'est que les militaires français, dont certains avaient déjà servi au Rwanda dans les années précédentes, ont été à nouveau projetés sur ce théâtre d'opération et au Rwanda, avec une donne qui changeait tout. Il fallait rester impartial. Quel sens donner à l'impartialité face à un génocide? Impartialité contestée d'ailleurs par les Inkothanis, par de nombreux observateurs, mais aussi par quelques officiers français qui depuis témoignent d'une toute autre version des faits. Le capitaine qui commande la compagnie Légion me dit « Nous avons reçu l'ordre d'aller stopper le FPR par un coup d'arrêt, c'est le mot militaire pour dire une embuscade, à l'est de la forêt Nyungwe. À 6 h du matin, les hélicoptères décollent. Et à ce moment-là, il y a un officier d'état-major qui met les bras en croix et qui nous dit « Stop! Stop !» Et les hélicoptères, retombent quasiment, parce qu'on a déjà le cul élevé, on est déjà en train de prendre l'altitude, sur la piste. Et on est agacé. Parce qu'on est parti dans une opération comme ça. Et il faut imaginer le niveau de tension qu'il peut y avoir. Donc moi, le premier, je sors de l'hélico, j'attrape quasiment l'officier d'état-major pour lui dire « Mais c'est quoi cette histoire, quoi ? On part en opération, qui nous arrête ?» Et il nous annonce, avec beaucoup de calme, qu'on est le 1er juillet à 6 h du matin. Hein. L'opération est annulée parce que on a trouvé un accord avec le FPR et que désormais, on protégera une zone humanitaire sûre. À Paris, les divisions sont multiples, à l'état-major des armées, mais aussi parmi les responsables politiques. Un conseil des ministres restreint, deux lignes divergent. D'un côté, le secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine, et le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, soutenus par les faucons militaires, veulent contraindre Paul Kagame. De l'autre, le Premier ministre Édouard Balladur et celui de la Défense, François Léotard, réticents, veulent s'en tenir à une stricte opération humanitaire. Certains militaires voulaient la guerre. Et à l'intérieur du camp Chirac, il y avait des gens qui étaient d'accord pour ça. En disant, s'il y a la guerre, M. Balladur va en souffrir. Édouard Balladur décide alors d'une mission confidentielle. Deux émissaires, l'écrivain Jean-Christophe Ruffin et l'historien Gérard Prunier, partent pour le Rwanda rencontrer Paul Kagame. On est parti porter la bonne parole à M. Kagame en lui disant il y a chez nous des fous furieux qui vont essayer de se battre avec vous. Il y a chez vous d'autres fous furieux que ça dérangerait pas de se battre avec les Français. Alors essayons tous d'être un peu raisonnables et d'éviter ça. Lors de cette rencontre, la zone humanitaire sûre est délimitée et une ligne satellitaire entre Paul Kagame et Paris permet d'apaiser momentanément la tension. Mais les Inkothanis tolèrent mal que la France retarde une victoire complète. Le bras de fer va trouver sa conclusion lors d'un épisode resté jusqu'ici discret. Mi-juillet, à quelques jours d'une victoire totale, les Inkothanis capturent 23 soldats du COS, l'élite de l'armée française, au moment où ils tentent de franchir leur ligne. On a capturé 23 soldats français. On les a encerclés. On les a utilisés pour marchander en disant « C'est notre pays. Nous allons entrer sur ce territoire, que vous le vouliez ou non. Si vous acceptez de nous laisser entrer, parce que c'est notre pays, notre terre, je n'ai aucun problème à laisser ces gens partir. Ce n'est pas que nous voulons leur sang. Nous voulons nos droits et notre terre. » Ça nous a aidés à résoudre le problème. En histoire, en politique, la bêtise se paye très cher.
La faute des Français a été une extraordinaire accumulation de bêtises. Ils avaient un intérêt à la domination française sur le continent africain. Donc il fallait, eux, dans leur point de vue, c'était menacé par l'impérialisme anglo-saxon, puisque le FPR venait d'Ouganda et qu'on disait que c'était les Anglais qui avaient... Ce qui était complètement faux, les Anglais s'en foutaient complètement du FPR. Après avoir pris Kigali le 4 juillet, les Inkothanis s'emparent de l'ensemble du pays le 18 juillet. Ils sont peu, à peine plus de 12 000 soldats. Paul Kagame a 36 ans et doit gérer les conséquences d'une apocalypse qui n'a jamais eu d'équivalent par sa fulgurance. En 100 jours, 1 million de Tutsis massacrés, 250 000 femmes violées, 2 millions de Hutus embarqués à la frontière zaïroise par les forces génocidaires, à qui ils serviront de bouclier humain. Partout, il y avait l'odeur de la mort, juste la mort. Chaque chose était plus ou moins morte. Même ceux qui étaient encore en vie, on voyait sur leur visage que c'était difficile de vivre avec ça. Il était difficile de savoir par où commencer. Il fallait commencer quelque part et reconstruire ce pays. On ne pouvait pas se permettre de laisser notre pays sombrer et périr. Le pays est vide. Plus d'essence, plus d'électricité, plus même un billet de banque. La diaspora Tutsi revient progressivement dans un pays qu'elle ne reconnaît plus, jonché de cadavres. Elle se réapproprie des maisons en ruine, abandonnées. Le gouvernement d'union nationale qui se met en place n'a que les apparats de la normalité. Paul Kagame occupe la fonction de ministre de la Défense et celle de vice-président. Porté provisoirement sur le devant de la scène, un haut cadre Hutu du FPR, Pasteur Bizimungu, est nommé président. Dans les faits, nul n'ignore que Paul Kagame, chef militaire victorieux, exerce la réalité du pouvoir. L'APR avait beaucoup de responsabilités. On avait pris le pays, il n'y avait ni police, ni gendarmerie, rien. Il n'y avait pas d'institution, pas même d'administration locale. Donc l'APR était responsable de presque tout. Dans des coins reculés du pays, des interamoués tuaient encore des gens. L'APR avait aussi la responsabilité d'arrêter ça. Donc l'APR était un peu stressé et débordé. Débordés, les Inkothanis peinent à rétablir la discipline, à commencer par eux-mêmes. Les officiers Inkothanis commettent des actes de violence sur des populations civiles. Des soldats armés viennent venger leurs familles. Certains officiers Inkothanis semblent devenus, dans l'odeur de mort qui règne, incontrôlables. Paul Kagame tente d'endiguer cette dynamique de la vengeance et fait emprisonner plusieurs centaines de ses hommes. En tue aussi, pour l'exemple. Paul Kagame va jouer d'un instrument politique redoutable et à double tranchant, la terreur. Une question cependant demeure, sujette au vertige des contradictions du pouvoir. Avait-il le choix ? C'est une question très compliquée. Vous savez, ici, il n'y a rien qui soit absolu. Je savais, et tout le monde savait, que même avec un grand sens de la discipline, certaines choses allaient se passer, et elles se sont passées. Nous sommes des êtres humains. Chacun d'entre nous a des limites. Je ne peux pas expliquer pourquoi une telle discipline a permis au pays de se reconstruire, sans que les gens décident de faire la loi eux-mêmes. Et ils avaient les armes pour le faire. Oui, ils avaient les armes pour le faire. C'est pourquoi aujourd'hui encore, on trouve ce genre de situation écœurante.
où le reste du monde, qui était lui-même désorienté, parle des tueries du FPR. Les tueries du FPR, où? Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ça aurait pu être 1000 fois pire que ce qu'ils ont en tête. Le 22 avril 1995, des interamoués infiltrés dans le dernier camp de réfugiés sur le sol rwandais, à Kibeho, attaquent des soldats Nkotani sous le regard des soldats de l'ONU. La riposte ne donne pas dans la demi-mesure. Le camp est démantelé dans le sang. Il y a près de 4000 victimes. Beaucoup meurent écrasés dans la panique. Des pressions de la part de Kigali s'exerçaient pour que ce camp soit dispersé et que les gens rentrent dans leurs collines, dans leurs maisons. Cette pression se termine par un véritable massacre. J'y vois un mélange de deux choses, des violences spontanées, compréhensibles, et une stratégie de terreur. Il y a inévitablement, après une telle débauche de violence, des règlements de compte, des vengeances personnelles, des soldats qui viennent solder les comptes d'une famille qui a été massacrée. Bon, tout ça fait malheureusement partie des suites immédiates des guerres. Elles ne se terminent pas le jour où la victoire d'un camp est assurée. La violence ne se résorbe pas si facilement que cela. Je vous dis qu'il faut les situer dans une perspective. Comment est-ce qu'elles étaient ces exactions au mois de juillet? Comment ces exactions étaient avant cela? Qu'est-ce qu'elles étaient au mois de décembre? Que sont-elles aujourd'hui? C'est ça le problème. Il faudrait aussi se rendre compte de gros efforts qui ont été faits pour en fait maîtriser tous ces problèmes. Des efforts suffisants? Je dis de gros efforts. Les efforts ne sont jamais suffisants. Peut-être devrais-je commencer par expliquer comment les phares et les Interamoués avaient décidé de quitter Kigali, en emportant avec eux tout l'équipement militaire, les véhicules et en emmenant la population. Il s'agissait pour l'ancien régime de tenter de vider le pays, de laisser au FPR la possibilité de régner sur des broussailles et des cailloux. Lequel pays vide serait, dans leur propos stratégiques, rempli à nouveau lorsque l'attaque victorieuse, la contre-attaque victorieuse se produirait. Une fois, je suis parti avec Kagame, président Kagame. Nous avons parcouru l'Europe pour dire, mais ces gens-là qui sont là-bas, ils viennent tuer des gens au Rwanda et retournent au Congo. Et qu'est-ce que vous faites? La même chose. Le même discours vide, creux et des promesses non réalisables. Ils n'ont rien fait. Et je savais qu'ils ne feraient rien. Je leur disais, il y a des camps de l'autre côté au Congo, où il y a des armes. Où sur Terre voit-on des camps de réfugiés pareils? Quand vous y apportez de l'aide humanitaire, vous aidez les milices et les groupes armés qui se sont juste déplacés de l'autre côté de la frontière. Pendant 2 ans, nous avons supplié Mobutu. De grâce, désarmez ces gens et éloignez l'aide de la frontière. Mais il ne voulait rien faire. Donc, quand Kabila est venu me voir, je lui ai dit « Je n'ai pas de problème avec Mobutu, donc je ne peux pas t'aider. Mais je connais quelqu'un qui a des problèmes avec Mobutu. C'est le vice-président Paul Kagame. » Laurent Désiré Kabila devient la couverture zaïroise dont Paul Kagame a besoin et le place à la tête d'une rébellion, la FDL. En réalité, c'est James Kabarebe, l'homme de confiance de Paul Kagame, qui mènera la guerre. Ma première rencontre avec Laurent Désiré Kabila a eu lieu là, dans ce camp militaire.
Il m'impressionnait beaucoup. Il avait combattu Mobutu dans les années 60 avec Che Guevara. J'avais lu un livre de Che Guevara. C'était l'homme qu'il fallait. Yoweri Museveni, en Ouganda, soutient diplomatiquement Paul Kagame et envoie des armes aussi. Les Américains appuient l'initiative et les Français, eux, Mobutu. La première guerre continentale africaine commence. La première étape va être la destruction des camps de réfugiés Hutus. Les incompagnies ont attaqué. Ils ont laissé ouvert l'espace Goma qui donne passage à la frontière rwandaise et ainsi entrer au Rwanda. Eh bien, la population qui a pu rentrer est rentrée. Les militaires et qui se battaient, eh bien, il y en a qui sont rentrés au Rwanda, mais le gros a pris la direction de l'intérieur du Congo. Les camps sont démantelés, et 2 ans après l'exil, près de 90% des réfugiés Hutus au Zaïre rentrent sur les collines rwandaises. Aucun pays ne peut accepter d'être attaqué à partir de ses frontières. Tout pays réagit comme cela, Kagame comme un autre. Parce que la menace était réelle. Ensuite, quand ces camps ont été dispersés, que la fuite a commencé vers l'ouest, donc à partir de la fin de l'année 96, là, la traque prend l'allure d'une chasse à l'homme, impitoyable, ne faisant absolument aucun quartier. Donc ça a été un véritable massacre, et des équipes de MSF, de la Croix-Rouge, du HCR, ont été utilisées pour localiser les réfugiés, et une fois ceux-ci localisés, la logistique d'ailleurs de l'aide était utilisée, par exemple, pour creuser des fosses à l'intérieur desquelles les cadavres de tous ceux qui avaient été abattus étaient ensuite enfouis. Sur fond de désastres humanitaires, les hommes de Laurent-Désiré Kabila et de James Kabarebe progressent à travers les vastes espaces du Zaïre. En 6 mois seulement, Kinshasa, la capitale, est à portée d'armes. Les anciens génocidaires sont repoussés ou liquidés, parfois avec les civils zaïrois en fuite qui leur servent de bouclier. Les troupes de Laurent Kabila ont atteint leur objectif, ils occupent la capitale du Zaïre. La dernière page du moboutisme se tourne, Kinshasa est tombée. Ces troupes de l'Alliance qui sont rentrées de façon tout à fait pacifique, comme vous pouvez le voir sur ces images, dans le centre même de la ville. Vous remarquez que si les gens sont exubérants, les troupes de l'Alliance restent bien disciplinées, ils ont le visage fermé. Vous êtes content d'être arrivé? I speak not. What do you speak? Not. En prenant Kinshasa, James Kabarebe met fin aux 30 années de règne de Mobutu. Laurent-Désiré Kabila prend, comme convenu, le pouvoir. La suite est un désastre. Le Zaïre, aussitôt rebaptisé République démocratique du Congo, est en lambeaux, mais suscite toutes les convoitises. Il ne faut pas 1 an pour que la situation politique s'envenime. Kabila reproche aux Inkotani de mettre la main sur les richesses du pays et menace brutalement les Tutsis présents sur le territoire. James Kabarebe retourne alors au Rwanda, qui en ce début 1998 fait face au dernier combat dans ses collines. Non loin du lac Kivu, les anciens génocidaires et militaires Hutus qui ont réchappé à la guerre du Zaïre entreprennent une ultime attaque en s'infiltrant dans la population. À leur tête, le général Paul Rwara-Kabije. Les militaires rwandais qui avaient accompagné Kabila, certains d'entre eux vont retourner au pays pour se battre contre nous au pays. C'est comme ça que nous avons procédé à l'infiltration de nos militaires. On envoyait par semaine, je vous dis, par semaine on envoyait 50. À la fois ils partaient pendant la nuit, ils arrivaient au Rwanda pendant la nuit. Lorsque les gens ont été nombreux à l'intérieur du pays, les nouvelles forces du pays l'ont remarqué, eh bien les combats ont commencé.
à être intense. Ces groupes persistent. Leurs intentions n'ont pas changé. Ils sont armés et veulent utiliser leurs armes. Nous sommes déterminés à les combattre. Notre rôle est de débarrasser le pays de ces groupes qui ont probablement commis le génocide et qui continuent à faire la même chose. Certains disaient, maintenant le terrain, continuons à nous battre. Et notre parti, nous avons beaucoup perdu, les gens, eh bien, retournons au Congo pour nous réorganiser. Et moi, comme responsable, j'ai opté pour cette deuxième solution. Le général Roi Kabigé et ses hommes perdent la guerre des infiltrés et, contraints de retourner dans l'est du Congo, prennent le nom de FDLR. Les massacres que cette milice provoque ensuite et le soutien que Laurent Désiré Kabila leur apporte désormais contre Paul Kagame servent de prétexte à une seconde guerre du Congo qui impliquera 7 pays. La tragédie est que 20 ans après, l'est du Congo reste toujours, sous le regard d'une force de l'ONU atone et impuissante, la victime d'une guerre des richesses qui se joue par milices interposées.